Sous un voile sombre, la main tremblante d'une jeune mariée est forcée de toucher un vieil instrument en bois qui fera taire son âme à jamais. Hier, elle était une fille chérie dans un jardin ensoleillé. Aujourd'hui, son corps n'est rien de plus qu'une propriété à transférer, inspectée par des hommes étranges qui enregistrent chaque souffle de son humiliation. Ils appelaient cela la tradition. L'histoire l'appelle une obscénité qui devait être effacée. Mais pour elle, elle appela cela la nuit de sa mort, pour qu'elle puisse revivre. La chaleur de la fin de l'été pesait sur Rome comme un linceul suffocant, rendant l'air sur le mont Esquilin épais et difficile à respirer. La poussière des rues, animées en contrebas, s'élevait en paillettes dorées, recouvrant les rebords de fenêtres en marbre, tandis que le rugissement lointain de la ville, les marchands qui criaient, le grincement des roues de charrettes, les aboiements des chiens errants, résonnaient comme une bête qui faisait les 100 pas dans sa cage. À l'intérieur de la villa, cependant, le silence était lourd et absolu, seulement rompu par le snic-snic rythmique d'une aiguille d'argent perçant du lin tendu. Aurélia était assise près de la fenêtre, captant la lumière déclinante. Elle avait 17 ans, une jeune femme aux cheveux couleur châtaigne rôtis et aux yeux qui recelaient une étincelle d'intelligence dangereuse, un trait dont son père se plaignait souvent, la rendant difficile à vendre. Ses doigts se mouvaient avec une précision exercée, brodant une scène de Diane chassant, bien que son esprit fût à des lieues de la forêt qu'elle brodait. Elle pensait à la poésie, aux vers de Catulle qu'elle avait lus en secret, des mots qui parlaient de passion et de choix, des choses qui n'existaient pas dans cette pièce. La lourde porte de chêne grinça et s'ouvrit sans qu'on ait frappé. L'air de la pièce sembla chuter de 10 degrés. Titus, son père, franchit le seuil. C'était un homme taillé dans la même pierre dure que les fondations de la ville. De larges épaules, un visage marqué par des années de manœuvres politiques et une bouche qui s'arrondissait rarement en quelque chose qui ressemblait à un sourire. Il portait sa toge avec la rigidité d'une armure. Derrière lui traînait un scribe, un homme maigre et sournois dont les mains étaient maculées d'encre de façon permanente, serrant un rouleau comme si c'était une arme. Aurélia abaissa son cadre à broder mais ne se leva pas. Elle observa les yeux de son père. Ils ne la regardèrent-on pas ? Il la balayait du regard, évaluant sa présentation comme un fermier inspecte une génisse avant l'ouverture du marché. « C'est fini », annonça Titus, sa voix dénuée de toute chaleur. Il fit un geste au scribe qui déroula le parchemin sur la basse table en bois. Le bruit du papier sec qui se déroulait résonna fort dans la pièce silencieuse. Les négociations avec la famille de Marcus Petronius sont terminées. Tu vas épouser son fils, Lucius, dans 3 jours. Aurélia sentit l'aiguille glisser, lui piquant le doigt. Une seule goutte de sang rouge vif perla sur le lin blanc, tachant le pied de la déesse Diane. Elle fixa le poing cramoisi, son cœur battant un rythme soudain et violent contre ses côtes. « Lucius » murmura-t-elle. Elle connaissait ce nom. Lucius était un homme d'ambition. Une étoile montante dans les tribunaux, mais c'était un étranger. Elle l'avait vu peut-être 2 fois au jeu, une silhouette lointaine, au visage froid et beau. « Perme, je ne le connais pas, je n'ai même pas... » « Tu n'as pas besoin de le connaître, » la coupa Titus, marchant vers la table. Il prit une plume. « Enran, tu dois lui donner des héritiers et assurer son alliance pour ma prochaine candidature à l'édilité. C'est ta fonction. » De l'ombre du coin, une autre silhouette émergea. C'était Livia, la mère d'Aurélia. C'était une femme qui avait été belle autrefois, mais des décennies de silence et d'obéissance avaient entavé la couleur de son esprit, la laissant pâle et fantomatique. Elle se déplaçait sans bruit, comme un meuble qui se serait soudain animé. Aurélia regarda son père se pencher sur le document. C'était la tabulae nuptiale, le contrat de mariage. Mais en regardant les lignes denses du texte juridique latin, elle réalisa que ce n'était pas une union d'âme, c'était un acte de vente. Le scribe trempa la plume pour Titus. « Les termes sont fixés pour la conventio in manum », murmura le scribe, sa voix sèche comme de la poussière. « In manum », dans la main. La réalité de la phrase s'abattit sur Aurélia. Selon la loi romaine, elle était actuellement sous la potestas, le pouvoir, de son père. Elle était sa propriété, à garder, à punir ou à vendre. En signant ce document, il ne la donnait pas en mariage. Il transférait le titre de propriété. Elle passerait de la main du père directement dans la main du mari. Elle ne posséderait rien. Elle ne serait rien, légalement, qu'une figure de fille pour son propre mari, soumise à son autorité absolue sur sa vie et sa mort. « Père »
dit Aurélia, sa voix tremblante montant en volume. Elle se leva, le cercle à broder claquant au sol. « N'ai-je pas mon mot à dire ? Ne suis-je pas votre chair et votre sang ? Vous me vendez comme un sac de céréales à un homme qui regarde les femmes comme du bétail. » Titus fit une pause. Il leva les yeux et pour la première fois, il croisa son regard. Il n'y avait pas de colère dans son regard, ce qui était presque pire. Il n'y avait que l'indifférence ennuyée d'un marchand traitant un morceau d'inventaire bruyant. « Tu es une fille romaine, Aurélia, » dit-il froidement, signant son nom avec un trait de plume. Le grattement de la plume sur le parchemin résonnait comme un couteau tranchant la peau. « Ta valeur est totalement déterminée par l'alliance que tu apportes. Sois reconnaissante que j'ai là trouvé un acheteur à un prix élevé, c'est plus que tu ne mérites. La cruauté de la chose, la réduction de toute son existence, de ses rêves, de sa poésie, de son âme, à une signature sur une tablette de cire, alluma un feu dans sa poitrine. Elle ouvrit la bouche pour crier, pour renverser la table, pour déchirer le rouleau. Mais avant qu'un son ne puisse s'échapper, une main se referma fermement sur sa bouche. C'était Livia. Les mains de sa mère, d'habitude si douces et passives, étaient un fait de fer à ce moment-là. Livia tira Aurélia contre sa poitrine, l'odeur de lavande et de vieille peur remplissant le nez d'Aurélia. « Chut !» siffla Livia à son oreille, sa voix une vibration désespérée et terrifiée. « Ne parle pas, ne le combats pas. » Aurélia lutta, des larmes de rage brûlantes dans les yeux, regardant le dos de son père alors qu'il enroulait le rouleau, satisfait de sa transaction. « Regarde-moi, Aurélia !» murmura Livia, tournant le visage de sa fille avec des mains autoritaires. Aurélia plongea son regard dans les yeux de sa mère et y vit un vaste, profond puits de chagrin. « Il ne te voit pas, il ne te verra jamais. Si tu cries, il te battra, puis il t'enverra à Lucius brisé et meurtri. Ne résiste pas, la résistance ne fait que rendre les choses plus douloureuses. Sois silencieuse, survis. » Titus se tourna pour partir, le scribe trottinant derrière lui. Il ne regarda même pas les deux femmes qui s'étreignaient au centre de la pièce. Il avait terminé ses affaires pour la journée. Aurélia s'effondra dans les bras de sa mère, le combat la quittant tandis que la porte se refermait avec un claquement. La goutte de sang sur la broderie avait séché en un brun foncé et rouillé. Le contrat était signé, la vente était complète. Elle n'était plus Aurélia, fille de Titus. Elle était un bien en attente de livraison. Le soleil avait saigné sur les 7 collines, laissant derrière lui un crépuscule violet meurtri qui annonçait le début de la procession. L'air dans la rue se rafraîchissait, mais à l'intérieur du voile couleur safran, le flamméum, Aurélia avait l'impression de brûler. Le tissu, épais et étouffant, couvrait la moitié supérieure de son visage, teintant le monde d'un jaune maladif et jaunissant. Il était censé symboliser l'aube d'une nouvelle vie, mais pour Aurélia, il ressemblait au linceul des morts. Elle sortit de la maison de son père, ses pieds chaussés de pantoufles en laine douce qui n'offraient à un taux aucune protection contre les pavés inégaux. Ses cheveux avaient point été séparés avec une pointe de lance plus tôt ce matin-là. Une petite tradition violente censée chasser les mauvais esprits, et arrangée en 6 lourdes tresses nouées avec des rubans de laine. Le poids tiré sur son cuir chevelu, une douleur sourde et constante qui reflétait la tension dans sa poitrine. Derrière elle marchait un jeune garçon, Cassius, un cousin éloigné, servant de porteur de torche. Il n'avait pas plus de 10 ans, avec un visage rond et innocent, illuminé par la torche de pain vacillante qu'il portait. Il avait l'air solennel, luttant pour maintenir le bois lourd droit, ignorant qu'il menait un agneau à l'abattoir. « Thalasio ! Thalasio !» Le cri éclata de la foule qui s'était rassemblée, le cri traditionnel de mariage qui avait résonné à travers Rome depuis l'époque de Romulus. C'était censé être un cri de célébration, un vœu de bonheur. Mais alors que la procession avançait péniblement, serpentant à travers les rues étroites et obscurcissantes vers l'Esquilin, le chant se mua en quelque chose de bien plus féroce. La foule n'était pas composée de personnes bienveillantes. C'était une horde de voisins, de badauds et de jeunes hommes, ivres de vin bon marché, attirés par le spectacle d'un mariage patricien. Ils se pressaient en près, leur souffle aigre et chaud, contre l'air frais du soir. Puis le chant commença. C'était pas les vers fessénins. La tradition dictait que l'obscénité était nécessaire pour éloigner le mauvais œil, que les dieux ne permettraient le bonheur que si le couple était suffisamment humilié par la moquerie. Mais à mesure que les vers devenaient plus fiers, devenaient plus forts, Aurélia réalisa que ce n'était pas une protection rituelle. C'était une agression sanctionnée. « Voyez la mariée, la jeune biche fraîche !» beugla une voix venue de la gauche.
larges hanches prêtes à être fendues. Des rires se propagèrent dans la foule, tranchants et stridents. Lucius le taureau attend dans son étable, chanta une autre voix, fausse et agressive. Il labourera le champ jusqu'à ce que le sillon soit à vif. Aurélia garda la tête baissée, fixant la saleté et les détritus sur la rue, essayant de compter ses pas. 1, 2, 3. Elle essaya de se souvenir de la poésie qu'elle aimait. Les doux vers de Catulle, mais les rimes grossières de la foule les noyaient en... Il décrivait son corps avec une précision anatomique grotesque. Il spéculait en câlinant sur ses cris. Il transformait dans l'acte intime privé en un spectacle public, lui retirant sa dignité, couche par couche, avant même qu'elle n'atteigne le lit conjugal. Puis vint l'impact. Quelque chose de dur la frappa à l'épaule, suivi d'une vive piqûre sur son bras. Touac, touac, des noix. De jeunes hommes bordaient les bords de la procession, plongeant leurs mains dans des bourses et lui lançant des noix à coque dure. Dans l'Antiquité, le marié lançait des noix aux enfants pour symboliser l'abandon des choses enfantines. Mais ici, la foule les lançait à la mariée. C'était moins des charmes de fertilité, affirmait Pandil, des graines pour l'avenir. Mais lancées avec force, elles ressemblaient à des pierres. Une noix la frappa à la tempe, à travers le voile, provoquant un flash soudain de lumière blanche dans sa vision. Aurélia trébucha, haletante. « Hazidé, terre fertile, brise la coquille !» cria un jeune homme. Il était appuyé contre un mur, sa tunique tachée, ses yeux brillants de malice. Il croisa son regard à travers le tissu transparent de son voile, souriant en se préparant pour un autre lancer. Il ne chassait pas les mauvais esprits. Il jouissait du pouvoir de blesser une femme qui n'avait pas le droit de riposter. La main d'Aurélia vola à sa taille, serrant le cingulum, la ceinture de laine nouée du complexe nœud d'Hercule. Son mari serait le seul à être autorisé à le délier plus tard. Le nœud lui semblait un nœud coulant autour de sa taille. Elle voulait courir. L'envie était si forte qu'elle lui faisait trembler les jambes. Elle voulait arracher le voile suffocant, crier à l'homme souriant et s'enfuir vers la sécurité de sa broderie et de son silence. Mais la voix de sa mère résonnait dans son esprit. La résistance ne fait que rendre les choses donc plus douloureuses. Alors elle marcha. Elle laissa les noix meurtrir sa peau. Elle laissa les chants obscènes se déverser sur elle comme des eaux usées. Elle absorba la violence car c'était ce que faisait une femme romaine. Elle endura. Finalement, la procession tourna au coin de la rue et la destination apparut. La maison de Lucius se dressait imposante contre le ciel nocturne. La porte était ornée de laine et graisseuse de l'huile de graisse animale, étalée là pour promettre l'abondance. Et là, debout sur le seuil ouvert, se tenait Lucius. C'était un homme grand, une trentaine d'années peut-être, avec les traits durs et statuaires d'un homme qui passait plus de temps avec des registres qu'avec des gens. Il portait sa toche blanche de fête, mais sa posture était celle de l'ennui. Il se tenait les bras croisés, regardant la procession chaotique et bruyante approcher non pas avec joie, mais avec l'expression impatiente d'un homme attendant une livraison de céréales retardée. Il regarda la foule hurlant des obscénités sur le corps de sa future femme. Il regarda les jeunes hommes la bombarder de noix. Il ne s'avança pas. Il ne leva pas la main pour les faire taire. Il n'offrit aucun regard de réconfort ou de protection. Aurélia s'arrêta au pied des marches, son corps endolori, ses oreilles ébourdonnantes des chants vulgaires. Elle leva la tête, le voile couleur safran glissant légèrement, et le regarda. Elle chercha sur son visage une étincelle d'humanité, un signe qu'ils étaient sa partenaire dans cette folie. Elle ne trouva rien. Lucius la regarda, puis vérifia la position de la lune, calculant combien de temps ce rituel prendrait avant qu'il ne puisse réclamer sa propriété et aller dormir. Dans son regard froid et indifférent, Aurélia réalisa que les chansons avaient raison. Les noix avaient raison. Il n'y avait pas d'amour ici pour la protéger. Il n'y avait que la loi et la nuit qui était sur le point de l'engloutir entièrement. Le seuil de la maison de Marcus Petronius Rufus se dressait devant eux, une gueule béante dans la lumière des torches. Les montants de porte avaient été graissés de graisse de loup et enveloppés de laine, un rituel pour lier la chance à la maison, mais la graisse luisait comme de la sueur dans la lueur orangée vacillante. Lucius s'arrêta. Il se tourna vers Aurélia, son visage un masque illisible de stoïcisme romain. Sans un mot, il se pencha et la souleva dans ses bras. Ce n'était pas un geste romantique. Il n'y avait aucune tendresse dans la façon dont son bras lui enserrait la taille ou dont son autre bras s'accrochait sous ses genoux. C'était une mesure préventive, une nécessité superstitieuse. Pour une mariée,
trébucher sur le seuil de sa nouvelle maison était un présage si catastrophique qu'il pouvait condamner une famille pour des générations. Lucius la souleva avec l'efficacité sombre d'un docker hissant une caisse d'amphore, s'assurant que la cargaison ne soit pas endommagée avant la livraison. Aurélia retint son souffle, son corps raide contre la laine rugueuse de sa toge. Elle était suspendue dans les airs, prise entre son passé et son futur, n'appartenant à aucun des deux. Il franchit le rebord de pierre surélevée et la déposa sur le sol en mosaïque de l'atrium. Boum! Derrière eux, les lourdes portes de chêne furent claquées par des esclaves invisibles. Le bruit fut définitif, comme la fermeture d'une tombe. Les obscénités de la rue, la foule chantante, les rires grossiers, tout fut instantanément coupé, remplacé par un silence si profond qu'il résonna dans les oreilles rondes d'Aurélia. Mais la pièce n'était pas vide. Aurélia ajusta son voile couleur safran, son cœur battant contre ses côtes comme un oiseau piégé. Elle s'était attendue, peut-être naïvement, à un moment de répit. Elle s'était attendue à ce qu'un serviteur lui offre de l'eau, ou peut-être que son mari prononce enfin un mot de bienvenue. Au lieu de cela, elle se retrouva au centre d'un tribunal. L'atrium était vaste et sombre, éclairé par des lampes à huile qui projetaient de longues formes dansantes et les uns sur les murs fresqués. Le long du périmètre, en hauteur sur des étagères, se trouvaient les imagines, les masques mortuaires en cire des ancêtres de Pétronius. Leurs yeux creux semblaient la regarder fixement, jugeant la nouvelle acquisition. Mais ce furent les yeux des vivants qui glacèrent le sang dans ses veines. Debout en demi-cercle, les bras croisés dans leur toge, se trouvait 7 hommes. Ils ne souriaient pas. Ils ne buvaient pas de vin. Ils se tenaient avec la solennité de juges lors d'un procès capital. C'étaient sans les témoins, voisins et clients de Lucius, légalement tenus d'être présents. Leur fonction n'était pas de célébrer, mais de témoigner. Ils étaient là pour s'assurer que le transfert de propriété était effectué selon la lettre stricte de la loi romaine. À gauche se tenait un homme qu'Aurélia n'avait jamais vu auparavant. Il était plus âgé, chauve, avec des mains qui semblaient avoir été frottées à vif. Il arrangeait des instruments métalliques sur une petite table pliante. C'était Eudoxus, le médecin. Le léger cliquetis d'une sonde de bronze heurtant un plateau métallique résonna vivement dans la pièce silencieuse. Et directement devant Aurélia se tenait la femme, qui allait orchestrer la nuit. Elle était grande et sévère, drapée dans la stola d'une matrone qui avait porté 3 enfants vivants et enterré un mari. Les exigences pendaient pour une pronuba, la dame d'honneur. Son nom était Domitia, une tante de Lucius. Son visage était un paysage de lignes acérées et de discipline intransigeante, dépourvu de toute chaleur maternelle. Lucius s'éloigna d'Aurélia, rejoignant la ligne des 7 hommes. Il se tourna pour lui faire face, devenant juste un autre spectateur. Aurélia se tenait seule, au centre du sol en mosaïque, la cible de 10 pères dieux. Une clarté soudaine et terrifiante l'envahit. Elle se souvint des leçons de son père sur le droit de la propriété. Quand un homme achetait un vignoble, il ne se contentait pas de donner la pièce. Il parcourait les limites avec des témoins. Il inspectait les vignes, il testait le sol. La transaction devait être vérifiée, visible et incontestable afin que personne ne puisse prétendre plus tard que la vente était invalide. Elle était le vignoble, et l'inspection était sur le point de commencer. Domitia, la pronuba, s'avança. Elle se déplaçait avec une grâce glissante et prédatrice. Elle tendit la main et prit le poignet d'Aurélia. Sa prise fut choquante, non pas un guide doux, mais une étreinte de fer, froide et inflexible. C'était la prise d'un geôlier. « Bienvenue dans la maison de ton mari », dit Domitia. Sa voix était basse, rauque et dépouillée de tout sentiment. « Le contrat est signé, mais la loi exige une preuve. Nous ne traitons pas les secrets ici, jeune fille. Nous traitons la certitude. » Aurélia essaya de retirer sa main, un instinct ou réflexe, mais Domitia resserra sa prise, enfonçant ses ongles dans la chair molle du poignet d'Aurélia. « Ne bronche pas !» siffla Domitia, se penchant si près que son souffle, sentant la menthe et le vieux vin, balaya le visage d'Aurélia. « Chaque marié avant toi a fait cela. Chaque matrone que tu vois sur le forum s'est tenue là où tu te tiens. Tu n'es pas une personne ce soir, Aurélia. Tu es un vaisseau à vérifier. » Domitia fit un geste au médecin, puis aux hommes qui attendaient Brandon. « C'est aux esotas circundarant ces traes. Les témoins sont prêts, » annonça Domitia à la pièce, sa voix résonnant sur les murs de marbre. « Les rites de vérification doivent se dérouler. Que nul homme ne dise que cette union n'a pas été consommée selon les règles. » Aurélia regarda Lucius. Il fixait le mur juste au-dessus de sa tête, refusant de croiser son regard.
Le médecin prit un spéculum métallique froid, l'essuyant avec un chiffon. Les 7 témoins se déplacèrent, se penchant légèrement en avant, leurs yeux fixés sur son corps. Les murs de l'atrium semblèrent se refermer. L'air se raréfia. Aurélia réalisa avec un frisson d'horreur pure que la porte derrière elle était verrouillée et qu'il n'y avait aucun coin de cette pièce, aucune ombre, aucun pli de son voile qui la protégerait de leur examen. Sa vie privée avait été laissée dans la rue avec les coquilles de noix et la poussière. Le coin de l'atrium était plongé dans une ombre plus profonde que le reste de la pièce, une obscurité délibérée, lourde de la poussière des siècles. L'étreinte de Domitia sur le poignet d'Aurélia ne se relâcha pas alors qu'elle traînait la jeune fille loin du centre du sol en mosaïque. Les pieds nus d'Aurélia claquaient montrés contre la pierre froide, un son pathétique et frénétique dans le silence. Elles s'arrêtèrent devant un objet haut drapé d'un lourd lin écru. Il se tenait là comme une sentinelle silencieuse, à peu près à hauteur de la taille d'un homme. Les 7 témoins se rapprochèrent, leurs sandales raclant le sol, formant un demi-cercle serré et suffocant autour d'elle. Ils savèrent ce qui se trouvait dessous. Ils avaient tout vu cela auparavant, peut-être des douzaines de fois. Pour eux, c'était aussi banal qu'un sacrifice au temple. Pour Aurélia, la forme sous le tissu pulsait d'une malice terrifiante. « La loi exige qu'une femme appartienne à son mari », récita Domitia, sa voix un râle sec. Mais avant qu'elle n'appartienne à un homme, elle doit chercher la bénédiction des racines de la vie. Elle doit être ouverte par le Dieu afin que le chemin soit clair pour le maître. D'un mouvement sec du poignet, Domitia retira le lin. Le souffle d'Aurélia se coinça dans sa gorge, étouffant un cri. C'était Mutinus Tutinus. Ce n'était pas une statue au sens artistique. Il n'y avait pas de visage, pas de torse, pas de membres pour suggérer une forme humaine. C'était une chose grossière et ancienne sculptée dans du bois d'olivier foncé et poli. Un seul pilier massif, façonné avec une précision anatomique grotesque en un phallus. C'était énorme, exagéré et terrifiante de fonctionnalité. Le bois brillait de l'huile d'innombrables rituels, sombre et glissant à la lumière des lampes. Aurélia recula, s'éloignant jusqu'à heurter la poitrine d'un des témoins. L'homme la repoussa fermement vers l'objet. « C'est le gardien du lit conjugal », dit Domitia se positionnant derrière Aurélia. Il brise le sceau de la Vierge terrifiée. Il prend la honte afin que le mari n'ait pas à faire face à la résistance. Tu vas t'asseoir, Aurélia. Tu vas embrasser le Dieu. Tu lui offriras ton premier sang. L'horreur de la chose submergea Aurélia comme de l'eau glacée. Elle en avait entendu des murmures, de vieilles histoires de bonnes femmes destinées à effrayer les jeunes filles. Mais elle n'avait jamais cru que c'était réel. Saint Augustin écrirait plus tard sur cette pratique avec une sainte indignation, décrivant comment les mariées dans romaines étaient contraintes de monter l'idole en bois. Mais ce n'était ni de l'histoire, ni de la théologie. C'était maintenant. « Non, » murmura Aurélia, secouant la tête. « S'il vous plaît, je ne peux pas. »« Tu le feras. » siffla Domitia, ses mains s'agrippant à la taille d'Aurélia. « C'est la coutume, c'est la seule façon d'assurer la fertilité. Veux-tu être stérile ? Veux-tu jeter une malédiction sur la maison de Lucius ? » « Je me fiche de la malédiction !» s'écria Aurélia, se débattant dans la prise de la vieille femme. Elle regarda frénétiquement le cercle d'hommes. « Lucius, arrêtez-les, regardez ça, c'est monstrueux !» Lucius se tenait près de la table du médecin. Il regarda la monstruosité en bois, puis sa jeune femme, dont le visage était mouillé de larmes, les yeux écarquillés de supplication. Pendant une seconde, juste un battement de cœur entend son masque tomba. Sa mâchoire se serra. Un éclair de dégoût sincère traversa ses yeux, une reconnaissance que ce n'était pas un rite sacré, mais une dégradation, une relique d'un passé sauvage que les hommes civilisés auraient dû abandonner. Il ouvrit la bouche comme pour parler. L'air de la pièce sembla rester suspendu. Puis l'un des témoins les plus âgés, un sénateur au visage ridé comme une pomme sèche, éclaircit bruyamment sa gorge. « procéder, pronuba. » La nuit avance. La pression de la société, le poids de la tradition, la peur de paraître faible devant ses pairs, cela écrasa instantanément l'étincelle d'humanité en Lucius. Il ferma la bouche, regarda le sol et fit un petit signe de tête presque imperceptible. La trahison frappa Aurélia plus fort que n'importe quel coup. Il ne la sauverait pas. Domitia ne perdit plus de temps. Elle poussa Aurélia vers le bas. « Assieds-toi, ordonna-t-elle. Ne nous fais pas honte. » Le rituel qui suivit fut un flou de cauchemars et de sensations.
Forcée par les mains implacables de Domitia, Aurelia dut relever sa tunique. Le bois était froid contre sa peau, dur et inflexible. Le but de Mutinus Tutinus devint horriblement clair. Ce n'était pas seulement symbolique, c'était un outil de destruction psychologique. Il était conçu pour forcer le corps à accepter l'intrusion, à déchirer la sainteté de sa propre peau devant un public, de sorte que tout ce qui se passerait plus tard dans le lit conjugal semblerait une miséricorde en comparaison. Aurelia serra les yeux, se mordant la lèvre jusqu'à sentir le goût du cuivre. Des larmes coulèrent de ses yeux, brûlantes et humiliantes. Elle pouvait entendre la respiration lourde des hommes autour d'elle, le froissement de leurs vêtements alors qu'ils se penchaient pour observer la prante bénédiction. Elle sentit les mains de la pronuba la guider, forçant le contact, la pressant jusqu'à ce qu'elle halète de douleur. C'était une violation de l'âme. À cet instant, la jeune fille, qui aimait la poésie, la jeune fille mais qui rêvait de tendresse mourut. Le bois ne toucha pas seulement son corps, il brisa son esprit. « C'est fait », annonça Domitia, tirant Aurelia brutalement. La vieille femme ajusta la robe d'Aurelia avec une efficacité rapide et impersonnelle. « Le dieu a accepté. Le vaisseau est préparé. » Aurelia se tenait chez Tremblante, ses jambes la supportant à peine. Elle se sentait sale, vidée. Elle regarda la figure en bois, maintenant innocente et inanimée dans le coin. Puis elle regarda Lucius. Il était pâle. Il ne pouvait pas regarder la statue. Il ne pouvait pas la regarder. La pièce était de nouveau silencieuse, à l'exception des sanglots que Aurelia ne pouvait pas réprimer. Mais le silence était différent maintenant. Ce n'était pas le silence de l'anticipation. C'était le silence de la complicité. Ils avaient tous regardé, ils avaient tout participé à la briser, et ce faisant, ils l'avaient liée à eux par un pacte de honte partagée. Domitia se tourna vers le médecin. Le dieu a fait sa part, maintenant Eudoxus vérifie le résultat. Le dieu de bois se tenait silencieux dans le coin. Sa surface sombre luisait à la lumière des lampes, indifférent à la dévastation qu'il avait causée. Aurelia s'appuyait contre le plâtre froid du mur, sa respiration haletante et superficielle. Son corps lui semblait tant étranger maintenant, un paysage brûlé par la honte, pulsant d'une douleur sourde qui irradiait de son être le plus profond. Elle voulait s'effondrer, se rouler en boule sur le sol en mosaïque et pleurer jusqu'à ce que la terre l'engloutisse, mais la main de Domitia était toujours sur son épaule, un poids lourd et ancrant qui interdisait l'effondrement. « Tiens-toi droite », ordonna la pronuba. Bien que sa voix eût perdu une partie de sa ferveur ritualistique, remplacée par le ton plat d'une superviseure passant à la tâche suivante d'une liste. « Nous n'avons pas terminé, le dieu a ouvert le chemin. Maintenant, la science doit confirmer que le vaisseau est solide. » De l'ombre, Eudoxus, le médecin, s'avança. Dans la lumière vacillante, il ressemblait moins à un guérisseur qu'à un boucher inspectant une carcasse. Il portait un tablier de cuir sur sa tunique, taché des faibles et sombres vestiges de précédentes chirurgies. Il ne regarda pas le visage d'Aurelia. Pour lui, ses joues ruisselantes de larmes et la terreur dans ses yeux étaient à rang des points de données sans importance. Son attention était entièrement dirigée plus bas. Il plaça sa table pliante plus près de la lumière. Avec une délibération terrifiante, il commença à disposer ses outils. Clink, clink, grattement. Et les sons étaient nets et précis, coupant le lourd silence de l'atrium. Il y avait un spéculum en bronze, ses vis graissées pour l'expansion, un ensemble de sondes minces, motos isas, et une petite éponge imbibée de vinaigre et d'eau. « Maman, tâche !» « Rapproche la lampe !» ordonna Eudoxus à un esclave, sa voix sèche et craquante comme du parchemin. Lucius se tenait figé près des témoins. Il semblait pâle, une pellicule de sueur sur sa lèvre supérieure, mais il ne détourna pas le regard. Il ne le pouvait pas. La loi romaine était explicite. S'il voulait que ses futurs enfants soient Ankinidroi, soit des héritiers légitimes, s'il voulait que la dot d'Aurelia lui soit solidement acquise, le statut virginal de la mariée et sa capacité physique à porter des enfants devaient être documentés. Ce n'était pas un examen médical, c'était un relevé de propriété. Positionnez-la Quosenzor, dit Eudoxus, levant une sonde. Domitia et deux esclaves femmes s'approchèrent. Elles manipulèrent Aurelia non pas avec malice, mais avec une efficacité terrifiante, positionnant ses jambes, ajustant la lampe pour que la lumière tombe durement, sans pitié, sur les parties les plus intimes de son anatomie. Aurelia serra les yeux.
Je ne suis pas ici, se dit-elle désespérément. Je suis dans le jardin, je lis Virgile, je suis n'importe où ailleurs qu'ici. Mais la sensation du métal froid brisa sa dissociation. Elle haleta, un son aigu et involontaire, alors que le médecin commençait son travail. Il n'y avait aucune douceur, aucune amabilité au chevet. Eudoxus travaillait avec le détachement d'un arpenteur testant le sol d'un nouveau champ. Il vérifiait les obstructions, confirmant les changements physiques provoqués par la statue en bois et vérifiant les intégrités de la chair que Lucius avait achetée. « Anneau hyménal, distendu mais présent », murmura Eudoxus, sa voix assez forte pour que le scribe se tenant dans le coin l'entende. Le stylet du scribe grattait furieusement contre une tablette de cire, enregistrant les détails de son anatomie pour les archives légales. Pas de polype visible, structure pelvienne adéquate pour l'accouchement. Chaque mot était un coup de fouet. Aurélia était démontée, catégorisée et enregistrée. Les 7 témoins se penchaient en honte, certains tendant le cou pour voir, leur visage grave et attentif. Ils ne la lorgnaient pas comme la foule dans la rue, leur violation était bien plus sophistiquée. Ils réduisaient son humanité à une fonction biologique. Pour eux, elle était une poulinière, un vaisseau, un champ à labourer et à ensemencer. Sa douleur n'était que le bris du sol. « Élargissez !» ordonna Eudoxus. Le métal froid s'élargit en elle. La douleur était vive, une sensation de déchirure qui lui fit plier les genoux, mais les esclaves la maintenaient droite. Aurélia leva les yeux, sa vision brouillée. Elle vit les imagines, les masques mortuaires des ancêtres de Lucius, la fixant du haut des étagères. Il semblait se moquer d'elle. « Nous avons enduré cela, semblait-il murmurer. Nos épouses ont enduré cela. Qui es-tu pour exiger de la dignité ?» Elle regarda Lucius. Il observait les mains du médecin, son expression mêlant fascination et nausée. Il était le propriétaire, inspectant le moteur de sa nouvelle acquisition. Il était complice de chaque seconde de cette torture. « Le rituel avec le dieu a été efficace », annonça Eudoxus, retirant l'instrument avec un bruit humide et aspirant qui fit se révulser l'estomac d'Aurélia. Il essuya le métal sur un chiffon. La résistance est brisée, elle est patente, elle est prête pour le mari. Il se tourna vers les témoins. Je certifie que cette femme est intacte, à l'exception de l'ouverture rituelle. Elle est exempte de maladies et de défauts. Le contrat est valide. Valide, murmurèrent les 7 hommes larginant à l'unisson, un cœur de juge aux cheveux gris scellant son destin. La honte était un poids physique, plus lourd que la statue de bois, plus lourd que les pierres de Rome. Aurélia sentit un cri monter dans sa gorge, un hurlement primal, animal, de rage et d'agonie. Elle voulait crier qu'elle était une personne, qu'elle avait des pensées et des rêves, qu'elle n'était pas juste une collection de trous et d'organes à mesurer, mais elle se souvint de l'avertissement de sa mère. La résistance aggrave les choses. Si elle criait, il ne ferait que la retenir plus fort. Il la traiterait d'hystérique, peut-être même de défectueuse. Alors elle se mordit. Elle serra fort les dents sur sa lèvre inférieure. Elle mordit jusqu'à ce que la peau se rompe, jusqu'à ce que le goût salé du sang remplisse sa bouche. Elle concentra toute son agonie, toute sa haine sur ce seul point de douleur. Un mince filet cramoisi coula le long de son menton, dégoulinant sur le blanc immaculé de sa tunique de mariée. « Nettoyez-la », dit Domitia, remarquant le sang mais en interprétant mal la source, « et emmenez-la au lit. L'acte final reste à accomplir. » Eudoxus rangea son sac, le cliquetis du métal signalant la fin de son examen. Il s'essuya les mains, laissant Aurélia tremblante, exposée et officiellement certifiée comme une propriété fonctionnelle. Le scribe termina son écriture, soufflant l'excédent de poussière de cire de la tablette. Aurélia fixa le sol, la goutte de sang de sa lèvre mêlée à la poussière. C'était la seule partie d'elle qui lui appartenait encore. Le trajet de l'atrium au cubiculum fut court, mais il lui sembla traverser un désert. Aurélia avançait mécaniquement, les jambes engourdies, guidée par la main ferme et implacable de Domitia. Le médecin avait rangé ses outils, le scribe avait scellé sa tablette de cire, et il ne restait plus qu'à exécuter la clause finale du contrat. La chambre avait été préparée avec une cruauté festive. Des guirlandes de myrte et de lierre pendaient le manteau du plafond, leur douce odeur écœurante dans l'air stagnant. Le lit nuptial, le lectus genialis, se dressait au centre de la pièce, haut et imposant, drapé de courtes pointes en laine violette. Il ressemblait moins à un lieu de repos qu'à un autel sacrificiel attendant l'offrande.
Aurélia s'assit sur le bord du lit. Ses mains reposaient sur ses genoux immobiles. Elle fixait le mur d'en face, refusant de regarder la porte, car la porte n'était pas fermée. Dans le couloir, les ombres des 7 témoins s'étiraient, longues et déformées sur les murs de plâtre. Ils n'étaient un pas partis. Ils ne partiraient pas tant que l'acte ne serait pas accompli. La loi de Rome était absolue. Un mariage non consommé était un mariage qui pouvait être annulé. Pour assurer la validité du transfert de propriété, l'acte exigeait la proximité. Il exigeait une confirmation auditive. Domitia prit position juste devant le seuil, les bras croisés, sa silhouette coupant la lumière de la pièce comme une cicatrice dentelée. Elle était la gardienne, l'auditrice de la chair. « La mariée est placée », annonça Domitia aux hommes invisibles dans le couloir. « La pièce est préparée. Entrez, Lucius Petronius. » Lucius apparut dans l'embrasure de la porte. Il avait retiré sa toge, ne portant qu'une simple tunique blanche. Sans les lourds plis du vêtement formel, il semblait plus petit, moins un maître de Rome qu'un homme enrôlé dans une guerre qu'il ne comprenait pas. Il s'arrêta au seuil, sa main posée sur l'encadrement de la porte, ses phalanges blanches. Il regarda Domitia, espérant peut-être un signe de renvoi, un moment d'intimité. Mais la pronuba se tenait comme une statue de Némésis. Elle fit un signe du menton vers le lit. « Exécute-toi » Lucius entra. Il ne regarda pas le visage d'Aurélia. Il se déplaçait avec les mouvements raides et saccadés d'une marionnette dont les fils étaient tirés par les mains invisibles des ancêtres et des lois. Il éteignit la lampe sur la table de chevet, plongeant la pièce dans une semi-obscurité, éclairée seulement par la lumière qui s'échappait du couloir où l'audience attendait. Il s'assit à côté d'elle. Le matelas s'enfonça sous son poids. Aurélia tressaillit, un petit spasme involontaire, mais elle ne se retira pas. Elle n'avait plus d'endroit où se réfugier. « Allonge-toi » dit Lucius. Sa voix était monocorde, creuse. Ce n'était pas un ordre né du désir, c'était la lecture d'un script. Aurélia obéit. Elle s'allongea sur les oreillers, ses yeux fixés sur une fissure dans le plâtre du plafond. Elle décida alors qu'elle deviendrait de la pierre. La pierre ne ressent rien. La pierre ne pleure pas. La pierre endure le ciseau et le marteau sans se plaindre. Ce qui suivit fut la sombre bureaucratie de l'intimité. Il n'y eut pas de romance, pas d'exploration timide. Lucius se mouvait avec l'efficacité d'un soldat suivant des ordres, une détermination sombre à accomplir la tâche pour pouvoir se retirer de la honte de la situation. Il était brutal non par malice, mais par hâte. Chaque mouvement était performatif, conçu pour être audible aux auditeurs extérieurs, pour prouver sa virilité, pour prouver sa propriété. Aurélia se mordit l'intérieur de la joue, se concentrant sur le goût métallique du sang pour noyer la réalité de son corps utilisé. Elle était un vaisseau. Elle était un chant. Elle était un contrat qu'on estampillait. Puis, au milieu du frottement et du lourd silence, Lucius s'arrêta. Son visage était près du sien, à l'abri du regard de la porte par l'angle de son corps. Pour la première fois de la nuit, il la regarda dans les yeux. Son expression était brisée, un masque de culpabilité et de dégoût de soi qui reflétait son propre désespoir. Il se pencha, ses lèvres effleurant son oreille, non pas pour un baiser, mais pour une confession secrète. « Pardonne-moi » murmura-t-il, le son à peine un souffle. « C'est la seule façon. » L'apologie resta suspendue dans l'air, fragile et pathétique. Elle ne l'arrêta pas. Elle ne la sauva pas. En fait, elle la blessa plus profondément que son indifférence. Elle reconnaissait qu'il savait que c'était mal, qu'il savait qu'il la brisait, et pourtant il n'avait ni le courage ni le pouvoir de l'arrêter. Il était un esclave du système tout comme elle. Seulement ses chaînes étaient faites d'orgueil et les siennes étaient faites de fer. Il finit. Il se retira, essoufflé et en sueur, et s'assit sur le bord du lit. « C'est fait !» La voix de Domitia résonna de l'embrasure de la porte, triomphante et nette. « L'union est scellée, témoignée et vérifiée. » Un murmure d'approbation se répandit parmi les hommes dans le couloir. Quelques-uns tapèrent sur l'épaule de Lucius alors qu'il se levait, arrangeant sa tunique. Il ne sourit pas. Il passa devant eux, la tête baissée, disparaissant dans les ombres de sa propre maison comme un fantôme. Et puis, l'indignité finale commença. Avant même qu'Aurélia ne puisse tirer la courte pointe sur son corps tremblant, avant qu'elle ne puisse traiter la violation, le monde ordinaire revint en force. Des esclaves s'affairèrent dans le couloir, portant des bassins d'eau et du linge frais. Ils chuchotaient à voix basse sur l'heure tardive, sur le vin restant dans l'atrium. Les sons étaient décontractés, domestiques. Le raclement d'un bassin contre le sol, l'essorage d'un chiffon, le bâillement d'un serviteur fatigué.
C'était le bruit d'une salle d'opération nettoyée après une intervention. Le patient était recousu, la tumeur enlevée, les organes s'en auraient arrangés. Maintenant, il était temps de nettoyer le sol. Aurélia se tourna sur le côté, ramenant ses genoux à sa poitrine. Elle fit face au mur froid et plâtré. Elle entendit l'eau éclabousser dans le bassin à proximité, nettoyant les preuves de l'humian de la nuit. Elle ferma les yeux. L'apologie murmurée dans le noir s'évanouit, noyée par le bruit d'un monde qui ne s'en souciait pas. Elle ne pleura pas. La jeune fille qui pleurait était restée dans l'atrium avec le dieu de bois. La femme allongée dans le lit était tout autre chose. Quelque chose de froid, quelque chose de silencieux, quelque chose qui ne se briserait jamais parce qu'elle avait déjà été réduite en poussière. 15 hivers avaient transformé l'argile tendre de la jeunesse d'Aurélia en une porcelaine dure et impénétrable. Elle était assise dans le jardin du péristyle, le soleil du matin filtrant à travers la colonnade. Sur la table devant elle reposaient les registres du ménage. Ses doigts, autrefois sujets à trembler sur la broderie, se mouvaient maintenant avec la rapidité et la rigueur d'un banquier. Elle gérait la propriété de Petronius mieux que n'importe quel intendant. Sous sa surveillance, les oliveraies venant du sud avaient doublé leur rendement et les dettes que Lucius avait héritées étaient effacées. Elle avait 32 ans maintenant. Le voile safran était un lointain souvenir, remplacé par la stola digne d'une matrone romaine. Son visage était toujours beau, mais c'était la beauté d'un buste de marbre, lisse, pâle et entièrement composé. De l'autre côté du jardin, près de la fontaine, était assise Flavia. À 14 ans, Flavia était tout ce qu'Aurélia avait été avant que le dieu de bois ne brise son esprit. Elle était rire et soleil, avec des cheveux qui s'enroulaient de manière indisciplinée dans l'air humide et des yeux qui regardaient leur canso le monde avec une dangereuse curiosité. Flavia lisait un rouleau de philosophie grecque, un texte d'Épictète qui parlait de la liberté de la volonté. Des idées qui devenaient à la mode à Rome, murmurant que même les esclaves d'Antrum et les femmes pouvaient mais possédèrent quand des âmes qui ne pouvaient pas être possédées. Aurélia observait sa fille, une protection féroce se nichant dans ses entrailles comme une vipère endormie. Lucius entra dans le jardin. Le temps avait été plus lourd pour lui que pour elle. Ses cheveux étaient argentés aux tempes et ses épaules portaient un affaissement permanent. La posture d'un homme écrasé par le poids de sa propre conscience. Leur mariage avait évolué vers une trêve calme et fonctionnelle. Ils parlaient rarement du passé. Ils partageaient d'un lit, mais l'intimité était rare et mécanique, accomplie dans l'obscurité. Pourtant, à la lumière du jour, il y avait un partenariat étrange et silencieux. Lucius s'en remettait à son jugement pour toutes les affaires de la maison. Il la regardait parfois avec un mélange de respect et de culpabilité terrifiée, sachant qu'il vivait avec une femme qu'il avait permis de détruire. « La réunion avec la famille Valerius est terminée, » dit Lucius, s'enfonçant sur un banc de pierre. Il ne regarda pas Flavia, il regarda ses mains. Aurélia posa son stylet. « Et le sénateur accepte-t-il la dot ?»« Il accepte, » dit Lucius. Sa voix était tendue, un fil étiré jusqu'à la rupture. « Le sénateur Valerius est vieux, Aurélia. Il était de sang ancien, un homme qui croit que l'Empire pourrit parce que nous avons oublié les anciens dieux. » Aurélia sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air du matin. Le sénateur Valerius était une relique, un homme de 60 ans qui fulminait contre la mollesse de la Rome moderne. « Il souhaite épouser Flavia dans 2 semaines, » continua Lucius, sa voix tombant en un murmure. « Mais il a des conditions. Il prétend que les mariées modernes sont légères, que leur vertu est supposée plutôt que prouvée. Il insiste pour un mariage confareatio dans sa forme la plus stricte et la plus archaïque. » Aurélia devint très immobile. « Que dis-tu, Lucius ?»« Elle exige les rites complets de vérification, » dit Lucius, levant enfin les yeux. Ses yeux étaient hantés, nageant dans le souvenir d'un atrium éclairé aux torches 15 ans auparavant. Il amène son propre prêtre, il amène ses propres témoins, il amène la statue. Le silence dans le jardin était absolu. Le clapotis de la fontaine résonnait comme des vagues déferlantes. « La statue » répéta Aurélia. Le mot avait un goût de cendre. « Il veut s'assurer que la lignée est pure, Bratson, » dit Lucius, sa voix se brisant. Il veut être témoin lui-même de la rupture de la résistance. Il dit que c'est la seule façon d'honorer les ancêtres.
De l'autre côté du jardin, Flavia rit d'une chose dans son rouleau, le son clair et vif comme une clochette d'argent. Elle n'avait aucune idée que son père venait de signer un mandat pour sa torture. Aurélia regarda son mari. Pendant 15 ans, elle avait été la parfaite épouse romaine. Elle avait été silencieuse. Elle avait enduré la honte, les examens invasifs de l'accouchement, la tranquille indignité d'être une propriété. Elle avait ravalé sa rage jusqu'à penser qu'elle s'était digérée. Mais en regardant Flavia, si pleine de vie, si épargnée par l'obscurité de l'atrium, Aurélia sentit quelque chose céder. Ce n'était pas une rupture, c'était le son d'une serrure qui s'ouvre. « Tu as dit oui », déclara Aurélia. Ce n'était pas une question. Je n'avais pas le choix, plaida Lucius, sa faiblesse pleinement exposée. Valerius est puissant. Si je refuse, il nous ruinera. Il bloquera mes routes commerciales. Il déshonorera notre nom au Sénat. Il a mis en question mon autorité, Aurélia. Il a demandé si j'étais maître de ma propre maison. Alors tu l'as vendu, dit Aurélia. Sa voix n'était pas forte, elle était terrifiante de calme. Pour sauver tes routes commerciales, tu laisseras un vieil homme et ses amis la déshabiller, la monter sur un morceau de bois et l'ouvrir avec du métal froid pendant que tu resteras là, à regarder. Lucius tressaillit comme si elle l'avait frappé. C'est la loi, c'est la tradition. Nous y avons survécu, Aurélia. Elle y survivra aussi. Les femmes endurent. C'est ce que tu fais. Aurélia se leva, elle lissa les plis de sa stola. Elle regarda l'homme auquel elle était attachée depuis la moitié de sa vie, et elle le vit tel qu'il était réellement. Non pas un monstre, mais quelque chose de plus petit. Un lâche qui nourrirait son propre enfant au loup plutôt que d'affronter ses crocs lui-même. Elle regarda de nouveau Flavia. Sa fille poursuivait maintenant un papillon, ses sandales claquant sur la pierre. Les femmes endurent. C'était le mensonge qu'on leur disait pour les faire taire. C'était le poison qu'on leur donnait avec le lait de leur mère. Aurélia se souvint du bois froid de Mutinus Tutinus. Elle se souvint de l'odeur du tablier de cuir du docteur. Elle se souvint de la mort de la jeune fille qui aimait la poésie. Non, la pensée était simple, absolue et tranchante comme un poignard. « Tu as raison, Lucius Jones, » dit Aurélia doucement. « La tradition doit être respectée. » Lucius laissa échapper un soupir, soulagé, prenant son calme glacial pour de la soumission. « Je savais que tu comprendrais. Je vais dire aux esclaves de préparer les quartiers d'hôtes pour l'arrivée du sénateur. » Il se leva et retourna vers la maison, son pas plus léger maintenant qu'il avait partagé le fardeau. Aurélia resta dans le jardin. Elle regarda le dos de son mari s'éloigner et pour la première fois en 15 ans, ses yeux étaient en secs, mais son cœur brûlait. Les philosophes stoïciens avaient raison sur une chose. Un être humain ne pouvait pas être possédé si sa volonté restait libre. Elle s'approcha de Flavia. La jeune fille leva les yeux, souriante, marquant sa place dans le rouleau. « Mère ?» demanda Flavia. « Tout va bien ?» Aurélia tendit la main et écarta une mèche rebelle du front de sa fille. Son toucher était féroce, possessif. « Oui, mon amour, » mentit Aurélia, sa voix aussi stable que la pierre. « Tout va changer. » L'histoire de la douleur, écrite dans le sang et le silence pour des générations de femmes romaines, était arrivée à sa dernière page. Aurélia ne laisserait pas Flavia hériter de l'obscurité. Si la loi exigeait un sacrifice, Aurélia en fournirait un. Mais ce ne serait pas sa fille. La veillante du mariage ne fut pas silencieuse. La maison de Petronius gémissait sous le poids des préparatifs. Dans les cuisines, les esclaves d'Espelais cuisineront déjà les cailles, les gâteaux au miel. Dans l'atrium, les guirlandes rondes de laurier et de myrte étaient entièrement suspendues, transformant la maison en une cage verdoyante. Lucius était assis dans son tablinum privé, le bureau où il menait plus ses affaires. Une lampe à huile brûlait doucement sur son bureau, illuminant les deux documents devant lui. L'un était les tabulae nuptiales pour le sénateur Valerius. Une lourde sentence de mort scellée à la cire pour l'esprit de sa fille. La porte s'ouvrit. Aurélia entra. Elle ne frappa pas, elle ne s'inclina pas. Elle portait un manteau sombre sur sa stola et son visage était illuminé par une résolution terrifiante et froide. Elle ressemblait à une furie des enfers, surgie pour réclamer une dette. « Il est temps de choisir, Lucius, dit-elle. » Sa voix était calme, mais elle portait à travers la pièce comme le claquement d'un fouet. Lucius se frotta les tempes. « Les contrats sont rédigés, Aurélia. Les invités arrivent à l'aube. Valerius a déjà envoyé son prêtre pour inspecter les préparatifs. « Brûle-les, ordonna Aurélia. Elle s'avança posant une main à plat sur son bureau. « Brûle les contrats, ou je jure par les dieux infernaux que je brûlerai cette maison avec nous à l'intérieur. Je crierai la vérité de ta lâcheté sur le forum.
Je déchirerai la façade que tu as construite pendant 20 ans, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des cendres. » Lucius la regarda. Il vit la jeune fille ailée qu'il avait trahie 15 ans auparavant, maintenant transformée en arme. Il vit la haine, oui, mais sous celle-ci, il vit un amour désespéré et ardent pour leur enfant. « Valerius me ruinera, » murmura Lucius, sa voix tremblante. « Il me dépouillera de mon rang. Oh, nous serons des parias. Nous mourrons pauvres et oubliés. Mieux vaut mourir pauvres que de vivre comme des monstres. » Rétorqua Aurélia. Elle passa la main sous son manteau et en sortit un rouleau. « J'ai préparé ceci. C'est une manumission, un ordre d'émancipation, et un transfert de tutelle à ton cousin à Massilia. » Massilia, Gaule. C'était une ville d'érudition grecque, loin des traditions suffocantes de la vieille Rome. « Flavia part ce soir, » continua Aurélia. « Cassius attend à la porte arrière avec des chevaux. Un navire quitte Ostie pour la Gaule à la première lumière. Au moment où Valerius arrivera ici pour réclamer sa propriété, elle sera en pleine mer. » Lucius fixa le rouleau. Sa main trembla alors qu'il tendait la main vers son stylet. Il regarda la tablette de cire destinée à Valerius, le chemin de la sécurité, de l'honneur, de la cruauté. Puis il regarda le rouleau, le chemin de la ruine, du scandale, de l'amour. Il ferma les yeux. Dans l'obscurité derrière ses paupières, il vit le dieu de bois. Il entendit les pleurs d'Aurélia de cette nuit si lointaine. Il entendit le silence qui avait rempli sa maison depuis. « Je ne peux pas te sauver, Aurélia, » dit-il doucement. « Si je fais cela, Rome nous détruira. »« Qu'il le fasse, » dit-elle. Lucius prit le stylet. D'un geste rapide et saccadé, il barra la cire du contrat de Valerius, le ruinant. Puis, trempant sa plume dans l'encre, il signa l'ordre d'émancipation. Il pleurait. Des larmes silencieuses et brûlantes traçaient des sillons sur son visage. Il était enfin sorti de l'ombre de ses ancêtres. 1 heure plus tard, dans l'ombre de l'entrée des serviteurs, l'adieu fut bref. Flavia portait une tunique de garçon et une lourde cape à capuche. À ses côtés se tenait Cassius, autrefois le jeune porte-torche au mariage d'Aurélia, maintenant un homme adulte, loyal seulement à la maîtresse qu'il avait traitée avec gentillesse. Il fit un signe de tête à Aurélia, un vœu silencieux de protéger la jeune fille de sa vie. « Mère, » murmura Flavia, serrant les mains d'Aurélia. « Viens avec nous. »« Je ne peux pas, » dit Aurélia, lissant les cheveux de sa fille. « Si je pars, ils te pourchasseront. Je dois rester pour affronter la tempête. Je dois être la diversion. »« Mais que te feront-ils ? » ?»« Rien qui puisse me blesser davantage, » sourit Aurélia. C'était le premier sourire sincère qu'elle arborait depuis des années. « Va à Massilia, lis tes livres, marche au soleil, et ne laisse jamais un homme te posséder. » Elle embrassa le front de Flavia. « Ah, Béjevon, va !» Les sabots des chevaux étaient étouffés par des chiffons. Ils s'éloignèrent dans les artères sombres de Rome, disparaissant vers le fleuve et la mer. Aurélia regarda jusqu'à ce que les ombres les engloutissent. Sa fille était libre, la chaîne était brisée. Aurélia se retourna et rentra dans la maison. Elle n'alla pas dans sa chambre. Elle se dirigea vers le débarras attenant à l'atrium. Là, posé sur une palette, attendant la cérémonie du matin, se trouvait l'objet. Mutinus Tutinus. Le dieu de bois luisait à la lumière de sa lampe. Il était lourd, sculpté dans du bois d'olivier ancien, imprégné par des siècles d'huile et la terreur des vierges. Il avait l'air suffisant. Il avait l'air éternel. Aurélia posa la lampe. Elle saisit la statue à 2 mains. Elle était lourde, mais sa rage lui donna la force d'une titane. Elle la traîna sur le sol en mosaïque, le bois grinçant contre la pierre, un bruit comme un animal mourant. Elle le traîna dans le tablinum où Lucius l'attendait dans l'obscurité. Il leva les yeux alors qu'elle traînait la monstruosité dans la pièce. L'âtre était d'effroi, mais un grand brasier de bronze brûlait vivement, destiné à réchauffer la pièce contre la fraîcheur nocturne. Aurélia ne parla pas. Elle souleva le phallus de bois, serrant les dents contre le poids, et enfonça la tête de la statue dans les braises. Le bois d'olivier, imbibé d'huile depuis des générations, s'enflamma presque instantanément. Un sifflement emplit la pièce. Une fumée noire et âcre s'éleva vers le plafond. Le bois pétilla et craqua. La surface polie se boursoufla, bouillonnant pour révéler la pourriture en dessous. Le dieu brûlait. Lucius se leva. Il s'approcha d'Aurélia qui regardait les flammes. La chaleur était intense, brûlant leurs sourcils, mais aucun ne bougea. « Ils seront là dans quelques heures, » dit Lucius. Sa voix était stable maintenant. La peur avait disparu, remplacée par une paix étrange et creuse. « Qu'ils viennent, » dit Aurélia. « Qu'ils nous trouvent au milieu des cendres. » Lucius tendit la main.
Sa main qui avait autrefois signé sa vie, qui avait autrefois échoué à la protéger, cherchait maintenant la sienne. Aurélia hésita, puis le laissa la prendre. Sa prise était ferme. Non pas la prise d'un maître, mais la prise d'un naufragé s'accrochant à un autre. Ils s'assirent sur le sol devant le brasier, main dans la main, regardant le symbole de leur civilisation se transformer en charbon. Le visage du dieu de bois noircit et s'effrita. L'histoire de la douleur se dissipa en fumée, s'échappant par la fenêtre pour être dispersée par le vent sur les 7 collines. Dehors, la première lumière grise de l'aube toucha le ciel, mais à l'intérieur le feu brûlait vivement, et pour la première fois de sa vie, Aurélia n'avait pas peur du matin. L'histoire d'Aurélia et Flavia n'est pas seulement une chronique de la Rome antique, c'est un rappel frappant pour nous aujourd'hui. Parfois, ce que nous appelons tradition, préjugés ou pression sociale n'était qu'une cage dorée qui emprisonne le bonheur humain. L'endurance n'est pas toujours une vertu. Parfois, le silence est la forme la plus cruelle de complicité. Le vrai courage ne se trouve pas en tirant une épée pour la bataille, mais en osant se lever et dire non aux injustices qui existent depuis 1000 ans. C'est le courage de briser les chaînes de la douleur passée, afin que la prochaine génération n'ait pas à hériter des larmes de la précédente. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas changer l'histoire qui est passée, mais vous pouvez réécrire l'avenir avec une seule décision courageuse prise aujourd'hui. Si le feu d'Aurélia dans la nuit a réchauffé ou ému votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Cliquez sur le bouton j'aime et partagez cette vidéo afin que la vérité sur ces femmes oubliées puisse se propager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car de nombreux sombres secrets de l'histoire nous attendent encore pour que nous les mettions en lumière ensemble. Que le Tout-Puissant vous accorde, à vous et à votre famille, une paix véritable. Puissiez-vous toujours posséder la sagesse de discerner le bien du mal et le courage d'abriter et de protéger ceux que vous aimez à travers toutes les tempêtes de la vie. Si vous croyez que l'amour peut vaincre tous les préjugés et les chaînes, veuillez taper Amen dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions prier les uns pour les autres. Merci de votre écoute. Je vous retrouverai dans la prochaine histoire.